La Lune, l'astre céleste le plus proche de la Terre, a fasciné l'humanité depuis des millénaires. Observée depuis la nuit des temps, elle a inspiré des mythes, des légendes et des religions à travers le monde. Les civilisations anciennes lui attribuaient souvent des pouvoirs divins, la voyant comme une divinité en soi, ou associée à d'autres divinités. Dans la mythologie grecque par exemple, Artémis incarnait la Lune, tandis que chez les Romains, c'était Diane. Les civilisations mésopotamiennes vénéraient Sin, divinité lunaire, tandis que les Égyptiens adoraient Khunsu. La Lune a aussi joué un rôle crucial dans la vie quotidienne des civilisations anciennes. Ces phases régulières servaient de calendrier, permettant de rythmer les activités agricoles, religieuses et sociales. Les mois lunaires étaient ainsi utilisés pour déterminer les dates de récolte, des fêtes ou des cérémonies. Mais avec l'avènement de la science moderne, la Lune est devenue un objet d'étude intense. Galilée, grâce à sa lunette astronomique, était le premier à observer ses cratères et ses montagnes en 1610. Depuis, d'innombrables astronomes et scientifiques se sont penchés sur ces mystères, cherchant à comprendre sa formation, sa composition et son histoire. Puis en 1643, Johann Hevelius publie la première carte détaillée de la surface lunaire. Puis après, on a rêvé de marcher sur la Lune. Le premier homme à avoir marché sur la Lune, c'était Neil Armstrong. Et imaginez juste si cette personne était mon arrière-grand-père. Bon, évidemment, c'est absolument pas le cas, mais sachez que vous pouvez vérifier ça grâce à MyHeritage qui soutient cette vidéo. Et honnêtement, je suis super content de vous présenter ce site et vous allez voir pourquoi. MyHeritage, c'est le service numéro 1 destiné aux histoires familiales et il compte près de 90 millions de personnes à travers le monde. Il se positionne comme un constructeur d'arbres généalogiques simple et intuitif. Et pour vous dire, j'avais jamais utilisé MyHeritage avant. Et hier, j'ai vraiment passé 3 heures dessus à essayer de remonter mon arbre généalogique. J'ai pu remonter jusqu'au 18e siècle et je trouve ça fou. Alors comment ça fonctionne? Vous vous connectez, puis à partir de là, vous allez pouvoir commencer votre arbre généalogique en ajoutant les membres de votre famille. Mon père s'appelle Antonin, et hop, je l'ajoute. Il y a 19 milliards de documents disponibles sur la plateforme, et c'est comme ça que j'ai pu retrouver les actes de naissance ou de décès de mes arrière-grands-pères par exemple. J'ai même pu retrouver des cousins éloignés qui habitent actuellement au Canada, et j'aimerais bien un jour entrer en contact avec eux pour partager nos histoires. Vous pouvez trouver automatiquement des branches à votre arbre généalogique grâce à la fonctionnalité Instant Discovery. Vous pouvez aussi recoloriser des couleurs, réparer et même animer d'anciennes photos de famille, et le résultat est vraiment impressionnant. D'ailleurs, dites-vous que j'ai un gars dans ma famille, il a eu 9 enfants, dont l'un justement était mon arrière et arrière-grand-père. Et je trouve ça génial. Je pense bien continuer mon arbre et voir si je suis le fils d'un astronome par exemple. Imaginez juste, ça serait fou en vrai. Je suis super content de vous faire découvrir MyHeritage. Je trouve vraiment cool de pouvoir retracer l'histoire de notre famille, et si vous voulez faire comme moi, eh bien vous pouvez passer par mon lien en description et vous bénéficierez de 14 jours d'essai gratuit. Ça me soutient au passage et ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup. Je serai présent au Toulouse Space Festival qui se déroulera du jeudi 23 mai au dimanche 26. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir. Je vous dirai les créneaux exacts où je serai présent en story Insta prochainement. C'est finalement en 1969 que le rêve est devenu réalité avec les missions Apollo, où Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à marcher sur la Lune. Cet événement historique marque un tournant dans l'exploration spatiale. Depuis lors, plusieurs missions spatiales ont permis d'explorer la surface lunaire, d'y prélever des échantillons et d'y installer des instruments scientifiques. Aujourd'hui, on comprend alors mieux certains phénomènes relatifs à la Lune, sa formation, ses marées, etc. Mais parlons de la formation de la Lune. Depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années, notre satellite naturel a fait l'objet de nombreuses théories visant à expliquer sa naissance. La plus populaire et celle qui fait consensus auprès de la communauté scientifique, c'est celle qui fait intervenir Theia. Cette hypothèse est proposée dans les années 1970 et elle s'impose aujourd'hui comme l'explication la plus plausible pour la formation de la Lune. Donc pour le moment on n'en est pas sûr, mais on pense que c'est ça. Ce scénario propose une explication faisant intervenir une collision titanesque entre la jeune Terre et une protoplanète de la taille de Mars, c'est-à-dire une planète très jeune baptisée Theia, survenue il y a 4,5 milliards d'années. Pour recontextualiser, imaginez la Terre primitive, âgée d'une centaine de millions d'années, en orbite autour du Soleil. Sa surface, encore en fusion, se refroidit graduellement, tandis que des impacts de météorites la sculptent. Soudain, un corps céleste massif, Theia, surgit des confins du système solaire. Sa trajectoire l'amène à percuter la Terre de plein fouet, à une vitesse fulgurante de 40 000 km/h. L'impact est d'une violence inimaginable. L'énergie libérée est équivalente à des milliards de fois celle de toutes les bombes nucléaires jamais créées. L'impact provoque une explosion colossale, vaporisant une partie des deux corps célestes et projetant d'immenses quantités de débris en orbite autour de la Terre. Dans les mois et les années qui suivent la collision, ces débris en orbite constitués de matériaux provenant à la fois de la Terre et de Theia commencent à s'agglomérer sous l'effet de la gravité. La force de cohésion, la chaleur et les collisions entre ces amas de débris les rassemblent progressivement, formant donc un disque de rotation
autour de la Terre. Au fil des millions d'années, ce disque refroidit et se solidifie, donnant naissance à la Lune. Ce satellite naturel unique dans le système solaire présente des caractéristiques qui intriguent les scientifiques, et ce, depuis des décennies. Sa composition diffère totalement de celui de la composition de la Terre, et même son cœur est ridicule. Il est minuscule, voire inexistant, et il diffère totalement de celui de la Terre. Ces particularités et d'autres observations constituent des indices précieux étayant l'hypothèse de l'impact d'une protoplanète. Des analyses ont d'ailleurs relevé des similitudes chimiques entre le manteau terrestre et la composition de la Lune, suggérant une origine commune. L'âge de formation de la Lune et celui de la Terre correspondent aussi, avec une formation datée de 4,5 milliards d'années, ce qui constitue une sorte de preuve de plus pour dire qu'il y a eu un impact. Et il y a même des simulations informatiques qui ont été faites qui ont permis de modéliser l'impact géant et de montrer qu'il pouvait effectivement produire une Lune, semblable à celle que nous avons. Et si l'hypothèse de l'impact géant s'avère aujourd'hui la plus convaincante, des zones d'ombre persistent. La nature exacte de l'impact, l'origine de Theia et le destin de son noyau demeurent des origines que les scientifiques cherchent encore à déchiffrer. Les prochaines missions lunaires, telles que le programme Artemis de la NASA, visent à explorer la Lune plus en détail et à prélever de nouveaux échantillons. Ces missions pourraient apporter des éléments de réponse cruciaux pour mieux comprendre la formation de notre satellite naturel et à affiner l'hypothèse de l'impact géant. Mais ce n'est pas la seule hypothèse permettant de décrire l'origine de la formation de la Lune. L'hypothèse de la capture suggère que la Lune, plutôt que de se former à partir de la Terre et d'une collision cosmique, aurait été capturée par la gravité terrestre après avoir erré dans le système solaire. Cette théorie populaire, jusque dans les années 1980, présente des arguments en sa faveur, comme la taille et l'orbite de la Lune. Ces deux caractéristiques sont relativement grandes par rapport à la Terre, ce qui pourrait s'expliquer par une origine indépendante. Son orbite est également quasi circulaire et située dans le même plan que l'équateur terrestre, ce qui conforte l'idée d'une capture. On a également le fait que la Lune présente un phénomène de verrouillage par effet de marée, c'est-à-dire qu'elle montre toujours la même face à la Terre. Ce phénomène pourrait être le résultat d'un rapprochement progressif entre les deux astres. Mais plusieurs explications résistent à cette théorie, comme le principe du mécanisme de capture. Il est difficile d'imaginer comment un corps céleste de la taille de la Lune aurait pu être capturé par la Terre. Une collision ou une déviation de trajectoire est plus probable lors d'une rencontre rapprochée entre deux objets de grande taille. Mais pour que la capture fonctionne, il aurait fallu qu'une atmosphère dense soit présente autour de la protoplanète Terre. Cette atmosphère aurait ralenti la Lune par frottement, lui permettant d'être capturée par la gravité terrestre. L'existence d'une telle atmosphère, à cette époque, reste incertaine. Mais malgré ces difficultés, la théorie de la capture présente un atout intéressant. Elle pourrait expliquer les similitudes isotopiques observées entre la croûte terrestre et la Lune. C'est-à-dire que les surfaces lunaires et terrestres ont des compositions chimiques et atomiques similaires. Et même plus que ça, la composition des échantillons lunaires et terrestres se rapproche de celle des chondrites, un type de météorite que l'on pense provenir de Mercure ou de ses environs. Mais alors que vient faire Mercure dans l'histoire? Dans ce scénario, Mercure aurait pu jouer le rôle de donneur, fournissant les matériaux à la formation de la Lune et de la Terre. Mercure, ayant perdu une très grande partie de son manteau rocheux suite à des impacts violents, pourrait être à l'origine de ces similitudes isotopiques. Mais c'est pas tout, puisque Vénus aurait pu également jouer un rôle indirect dans ce scénario, en servant de tremplin gravitationnel pour propulser la Lune vers la Terre. Son champ gravitationnel aurait pu modifier la trajectoire de la Lune, la conduisant vers une capture par la Terre. Donc on a plusieurs scénarios qui pourraient conduire à la formation de la Lune. Pour le moment on n'est sûr de rien, mais on pense que c'est une collision entre Theia et la Terre qui a créé la Lune. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Lune possède une structure et une composition complexes, façonnés par des milliards d'années d'histoire cosmique. En s'inspirant des modèles établis pour la Terre et d'observations sismiques, les scientifiques ont pu déduire la structure interne de la Lune. On distingue donc plusieurs couches principales. Donc il y a le noyau interne situé au cœur de la Lune, et ce noyau est de taille relativement petite, d'environ 500 km de diamètre. Il serait solide et riche en fer. Sa présence suggère alors que la Lune a connu une phase de différenciation magmatique, à l'instar de la Terre. C'est donc une phase de refroidissement où les minéraux se forment à différentes températures et se séparent du magma, ce qui donne donc naissance à différents types de roches. Dans ce cas, les éléments lourds se sont concentrés au centre, tandis que les éléments légers formaient la croûte et le manteau. Ensuite, nous avons le manteau lunaire, qui lui entoure le noyau et il s'étend sur une épaisseur de 1600 km. Constitué principalement de roches, il est similaire au manteau terrestre, mais avec une teneur en fer un peu plus faible. Des analyses sismiques indiquent que le manteau lunaire pourrait être divisé en deux parties, avec une zone de transition entre elles. Et pour finir, on a la croûte lunaire
qui est la couche externe de la Lune. La croûte présente une épaisseur moyenne d'environ 50 km et elle est majoritairement composée de minéraux riches en aluminium et en calcium. Cette croûte est particulièrement épaisse sur la face cachée de la Lune, atteignant jusqu'à 130 km par endroit, tandis qu'elle est plus fine sur la face visible avec une épaisseur d'environ 30 km. Et malgré le fait qu'on ait parlé de relevés sismiques, la Lune ne présente aujourd'hui aucune activité volcanique ou tectonique observable. Mais les traces d'un passé géologique sont omniprésentes à sa surface et on y retrouve notamment des mers lunaires. Ces vastes plaines sombres résultent de l'inondation des coulées de lave il y a des milliards d'années et qui recouvrent environ 16% de la surface lunaire. Elles se concentrent principalement sur la face visible de la Lune, suggérant un impact géant. Mais ça, on en reparlera plus tard. Concernant les cratères, la surface lunaire en est recouverte. Ils témoignent de bombardements incessants par des astéroïdes et des comètes au cours de son histoire. Ces cratères, dont les tailles varient de quelques mètres à quelques centaines de kilomètres, offrent des informations précieuses sur l'histoire des collisions cosmiques qui ont eu lieu dans le système solaire. Tout comme la Terre, la Lune laisse apparaître des massifs montagneux. Sur la face visible de la Lune, on retrouve des hautes chaînes de montagnes, comme les Alpes lunaires qui culminent à près de 10 km d'altitude. Ces massifs montagneux se sont formés lors de la phase de refroidissement et de contraction de la Lune, entraînant la formation des rides et de failles. Mais chimiquement parlant, de quoi est composée la Lune? Quels sont les éléments les plus abondants à sa surface? Les analyses d'échantillons lunaires rapportées sur Terre par les missions Apollo par exemple, ont permis de déterminer la composition chimique détaillée de la Lune. Et on y retrouve principalement de l'oxygène, l'élément le plus abondant représentant près de 45% de la masse lunaire. Sauf que lui se trouve sous la forme d'oxyde et de rouille. On retrouve aussi du silicium, le deuxième élément le plus abondant avec 20% de la masse lunaire. Il se combine d'ailleurs avec l'oxygène pour former des silicates, qui sont les principaux constituants des roches lunaires. On a aussi de l'aluminium, le troisième élément le plus abondant avec 10% de la masse lunaire. Et l'aluminium, il est présent dans la plupart des matériaux composés d'oxygène. Et pour finir, on a le fer. Il est bien moins abondant avec seulement 7% de la masse lunaire. Il est concentré principalement dans le noyau lunaire. On le retrouve aussi sous la forme d'oxyde dans la croûte et le noyau. On a aussi retrouvé d'autres traces d'éléments tels que le titane, le magnésium, le calcium, le potassium et le sodium présents dans la composition lunaire. Et comme on l'a vu juste avant, les cratères de Lune se distinguent par une grande diversité de formes et de tailles. On peut les classer en plusieurs catégories. Il y a d'abord les cratères simples. Ces types de cratères qui sont les plus courants présentent une forme en bol avec un fond plat et une paroi raide. Et leur taille varie généralement de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres. On a aussi des cratères plus complexes qu'on nomme cratères complexes. Ils sont plus grands et plus anciens que les cratères simples et présentent une structure plus élaborée et peuvent avoir un pic central. Et pour finir, on a les bassins d'impact. Ces structures gigantesques d'un diamètre supérieur à 100 km représentent les cicatrices des impacts les plus puissants de la Lune. Ils présentent souvent des anneaux concentriques de montagnes et de zones d'effondrement au centre. Mais à quoi ça sert d'identifier et d'étudier les cratères de la Lune? Eh bien en fait, l'étude des cratères lunaires fournit des informations précieuses sur l'histoire des collisions cosmiques dans le système solaire. En analysant leur morphologie, leur distribution et leur composition, les scientifiques peuvent dater les événements d'impact. La quantité des poussières accumulées au fond des cratères permet d'estimer leur âge relatif. Les cratères les plus anciens sont généralement plus couverts de poussière que les cratères plus récents. Les cratères peuvent aussi donner des informations sur la taille et la composition des projectiles qui ont frappé la Lune, en analysant les débris éjectés lors de l'impact par exemple. Et d'un point de vue astrophysique, l'étude des cratères permet de comprendre les processus d'impact. Il permet de mieux comprendre les mécanismes physiques qui se produisent lors d'une collision cosmique, comme la formation des ondes de choc, la création des cratères et l'éjection des matériaux. Donc toutes ces études visent à rechercher des ressources potentielles. Certains cratères lunaires, notamment les bassins d'impact, pourraient contenir des ressources précieuses, telles que l'eau sous forme de glace ou des minéraux rares. Et les analyser permettrait de découvrir des traces de formation minérale particulières sur la Lune. Et ça permet aussi de comprendre l'histoire géologique de la Lune. L'ensemble de ces connaissances pourrait permettre de préparer les futures missions spatiales. Et oui, parce que l'exploration des cratères lunaires fournit des informations cruciales pour la planification de futures missions spatiales habitées sur la Lune, en permettant de mieux comprendre les risques liés aux impacts météorites et identifier les sites d'exploration potentiels. Et comme on le sait, depuis la nuit des temps, la Lune exerce une influence notable sur notre planète, rythmant nos jours, nos nuits et façonnant notre environnement terrestre, de manière subtile mais importante. Cette influence se manifeste à travers plusieurs phénomènes. D'abord, la Lune et la Terre partagent une caractéristique unique, la rotation synchrone. Ça signifie que la Lune effectue une rotation complète sur son axe
en même temps qu'elle accomplit une orbite complète autour de la Terre. C'est-à-dire que la période de rotation de la Lune est parfaitement égale à la période de révolution autour de la Terre. En d'autres termes, la Lune nous montre toujours la même face. Mais pourquoi? Eh bien, ce phénomène est le résultat d'un processus appelé verrouillage gravitationnel. Au cours de l'histoire de la Lune, les forces gravitationnelles ont progressivement ralenti la rotation de notre satellite naturel. Ce ralentissement s'est aussi accompagné d'une augmentation de la distance avec la Terre. Mais on a aussi le couplage spin-orbite, qui est un phénomène étroitement lié à la rotation synchrone. Il décrit la relation entre la rotation de la Lune sur son axe et son mouvement orbital autour de la Terre. Ces deux mouvements sont synchronisés, ce qui signifie que la Lune présente toujours la même orientation par rapport à la Terre, quelle que soit sa position sur son orbite. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vu la face cachée de la Lune. Et si la rotation synchrone et le couplage spin-orbite suggèrent une parfaite synchronisation entre la Lune et la Terre, eh bien en fait, il existe en réalité de légères variations dans leur mouvement. Ces variations appelées librations se manifestent sous deux formes. La libration en longitude est une oscillation d'est en ouest d'environ 8 degrés, et la libration en latitude est une libration nord au sud d'environ 7 degrés. Mais bref, le phénomène causé par la Lune le plus connu reste quand même les marées. La force gravitationnelle de la Lune, combinée à celle du Soleil, attire les océans de la Terre, créant deux masses d'eau opposées, qu'on nomme des bulges. Ces bulges, appelés les marées hautes, se déplacent autour de la Terre à mesure que la Lune et la Terre tournent. Les marées jouent un rôle important dans les écosystèmes marins, influençant les cycles de reproduction et de migration des animaux marins. Elles ont aussi un impact sur les activités humaines, notamment la navigation, la pêche ou la production d'énergie marémotrice. À l'échelle de l'humanité, les premiers pas de l'homme sur la Lune sont très récents. Depuis la mission Apollo 11 en 1969, 5 autres missions ont permis à des astronautes de marcher sur la Lune, rapportant donc des échantillons lunaires et menant des expériences scientifiques. Parallèlement, de nombreuses missions robotisées ont été envoyées sur la Lune, permettant d'explorer sa surface, sa composition et son histoire géologique. Et aujourd'hui, justement, l'exploration lunaire connaît un regain d'intérêt, avec des ambitions nouvelles et des objectifs ambitieux. Les agences spatiales du monde entier, ainsi que des entreprises privées, se mobilisent pour développer de nouvelles technologies et des programmes d'exploration spatiale. L'objectif principal est d'établir une présence humaine durable sur la Lune en créant des bases permanentes et en développant des infrastructures permettant de mener des recherches scientifiques de pointe et d'exploiter les ressources de la Lune. Une présence humaine permanente sur la Lune pourrait offrir de nombreux avantages, et notamment des avancées scientifiques. L'exploration lunaire n'est pas seulement un défi technologique, mais aussi une aventure humaine extraordinaire. En poursuivant nos efforts d'exploration, nous ne faisons qu'effleurer la surface des possibilités offertes par notre satellite naturel. La Lune pourrait devenir un tremplin vers les explorations spatiales profondes, nous ouvrant la voie vers de nouveaux mondes, comme Mars. L'avancée technologique ainsi que les progrès techniques augmentent de manière exponentielle. Nous serons donc sûrement tous témoins des immenses progrès technologiques et des missions lunaires, voire martiennes, dans les années à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez tester MyHeritage pendant 14 jours grâce à mon lien en description. Et il y a une théorie incroyable qui est la gravitation quantique à boucle qui pourrait expliquer tout notre univers. Si vous voulez en savoir plus, la vidéo est juste ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zebrolus. Bye.